lorsque j'ai fait ma demande en mariage à ma petite amie à 62 ans, je n'ai dit ni à elle ni à ses 2 enfants adultes que le petit bistrot où je travaillais comme chef de cuisine m'appartenait en réalité. Je leur ai dit que j'étais juste un employé qui travaillait là depuis des années. Et j'ai bien fait, car la semaine suivant notre fête de fiançailles, elle m'a remis une lettre de licenciement et m'a dit de vider mon poste. Je suis content que vous soyez là. Restez jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire depuis quelle ville de France vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire voyage. Je n'aurais jamais pensé retrouver l'amour après le décès de Marguerite, il y a 4 ans. Je m'appelle Robert Dubois et, à 62 ans, je m'étais résigné à passer mes vieux jours seul avec mon travail et mes souvenirs. Puis, Linda Beaumont est entrée au bistrot Dubois un mardi matin pluvieux, et tout a changé. La fête de fiançailles a eu lieu samedi dernier. Rien d'extravagant, juste des amis proches réunis dans la salle privée du restaurant après la fermeture. Linda était magnifique dans une robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Sa fille, Sophie, a porté un toast émouvant, disant combien elle était heureuse que sa mère ait trouvé quelqu'un qui la traitait bien. Même Thomas, le fils de Linda, semblait sincèrement ravi, me serrant la main avec ce qui semblait être une véritable chaleur. Au nouveau départ, dit Linda en levant sa coupe de champagne, sa bague de fiançailles accrochant la lumière. J'avais économisé pendant des mois pour acheter cette bague. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. En réalité, j'aurais pu acheter une douzaine de bagues sans y réfléchir à 2 fois. Mais là n'était pas la question. À la famille, répondis-je, pensant chaque mot. Linda était entrée dans ma vie 18 mois plus tôt. Elle venait de déménager à Lyon après un divorce difficile à Paris, luttant pour joindre les 2 bouts avec son poste d'assistante administrative dans un cabinet juridique. Elle cherchait des endroits abordables pour manger près de son nouvel appartement quand elle a découvert le bistrot. Elle est devenue une habituée, commandant toujours la même chose, des œufs brouillés, du pain complet grillé et un café noir. Elle s'asseyait toujours au comptoir où elle pouvait me voir cuisiner. Nous avons commencé à discuter. De petites choses au début, la météo, son adaptation à la vie lyonnaise, le fait que je tenais le même poste au bistrot depuis des années. Elle m'a parlé de son ex-mari, un homme d'affaires prospère qui l'avait laissé presque sans rien après le divorce. Elle m'a parlé de Sophie, qui essayait de percer en tant que graphiste freelance, et de Thomas, qui n'arrivait pas à garder un emploi malgré son diplôme d'école de commerce à Paris. Je lui ai parlé de Marguerite, de la façon dont le cancer l'avait emporté trop tôt, et de la façon dont je m'étais jeté dans le travail pour surmonter le chagrin. Je n'ai pas mentionné que Marguerite et moi avions bâti le groupe Restauration Dubois ensemble, que nous avions ouvert 8 établissements prospères à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que le bistrot où je cuisinais n'était que notre premier emplacement, notre préféré. Je n'ai pas mentionné que je possédais l'immeuble, ni que ma valeur nette se situait quelque part au-delà de 3 millions d'euros. J'avais mes raisons de garder le silence. Après la mort de Marguerite, j'ai eu de brèves relations et j'ai vite appris que parler d'argent changeait tout. Les femmes s'intéressaient soudainement plus à mon portefeuille d'investissement qu'à ma personne. J'avais été échaudé 2 fois par des croqueuses de diamants qui voyaient un veuf aisé comme un plan de retraite. Alors, quand Linda est arrivée, authentique, gentille et apparemment intéressée par l'homme derrière le tablier, j'ai gardé le silence sur l'argent. Je me suis présenté comme Robert Dubois, chef de cuisine. Un homme simple gagnant modestement sa vie en faisant ce qu'il aimait. Le véritable propriétaire, disais-je à tout le monde, était une société avec laquelle j'avais rarement affaire. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Le groupe Restauration Dubois était bien une société, et j'avais mis en place une structure de gestion qui me permettait de travailler comme chef sans que mes responsabilités de propriétaire ne soient évidentes au quotidien. Linda appréciait la simplicité, du moins c'est ce qu'elle disait. Elle aimait le fait que je sois content de ma vie, que je ne cours pas après la richesse ou le statut comme son ex-mari. Elle disait vouloir la stabilité, pas le luxe. Elle voulait quelqu'un de fiable, quelqu'un qui se présentait chaque jour et faisait un travail honnête. Je l'ai cru. Le lendemain matin de notre fête de fiançailles, je me suis réveillé tôt comme toujours et j'ai conduit jusqu'au bistrot. Les dimanches matins étaient généralement calmes, mais j'aimais être là, préparer le coup de feu du lundi, vérifier les stocks, m'assurer que tout était prêt. Ce bistrot avait été le rêve de Marguerite, un endroit où chacun se sentait le bienvenu, où la nourriture était bonne et honnête, où les habitués devenaient une famille. Quand j'ai déverrouillé la porte arrière, j'ai trouvé Linda déjà à l'intérieur, assise à mon bureau dans le petit local jouxtant la cuisine. Avec elle se trouvaient Thomas et un homme que je n'avais jamais vu auparavant.
grand, bien habillé, avec des cheveux argentés et une montre coûteuse. Linda? Dis-je, confus. Qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entrée? Elle a levé les yeux vers moi, et son expression m'a glacé. La chaleur que j'avais l'habitude de voir dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose de dur et de calculateur. Robert, assieds-toi, dit-elle. Nous devons parler de quoi? J'ai jeté un coup d'œil à Thomas, qui ne voulait pas croiser mon regard, puis à l'inconnu qui me regardait avec un mépris à peine dissimulé. De ton avenir, dit Linda. Elle fit glisser un document sur le bureau. Ceci est une lettre de licenciement. Tes services en tant que chef de cuisine ne sont plus requis dans cet établissement. J'ai ri, tellement c'était absurde. Linda, de quoi parles-tu? Tu ne peux pas me virer. Tu ne travailles pas ici. En fait, si, je peux. Elle sortit un autre document. Ceci est un contrat de bail pour cette propriété. Depuis hier, je suis la nouvelle locataire et gérante de ce lieu. Le bail précédent comportait une clause permettant des changements de personnel en cas de changement de direction. Mon sang se glaça. Quel contrat de bail? De quoi parles-tu? L'homme bien habillé prit la parole pour la première fois. Monsieur Dubois, je m'appelle Victor Charpentier. Je suis consultant en affaires spécialisé dans les acquisitions de restaurants. Mademoiselle Beaumont m'a approché il y a plusieurs semaines pour reprendre l'exploitation de cet établissement. Le propriétaire de l'immeuble était tout à fait favorable à cet arrangement. Le propriétaire de l'immeuble, répétai-je lentement. Vous avez parlé au propriétaire de l'immeuble? En effet, par les voies légales appropriées, bien entendu. Les papiers ont été finalisés hier. Victor sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Mademoiselle Beaumont est désormais la titulaire principale du bail et l'exploitante. À ce titre, elle a toute autorité sur les décisions de personnel. J'ai regardé Linda. Tu essaies de prendre le contrôle du bistrot. Je n'essaie pas, Robert. Je l'ai fait. Elle se leva. Et maintenant, je pouvais voir que la femme que je croyais connaître n'était qu'une totale fabrication. Soyons honnêtes sur la situation. Tu as 62 ans et aucune perspective réelle. Tu as travaillé comme chef toute ta vie, ce qui est admirable, mais pas exactement lucratif. Je dois penser à mon avenir. À l'avenir de mes enfants. L'avenir de tes enfants? Répétai-je. Thomas a un diplôme de commerce. Il devrait gérer un restaurant, pas regarder le fiancé de sa mère retourner des œufs pour le SMIC et les pourboires. Et Sophie a besoin de stabilité, ce qui signifie que je dois construire quelque chose de substantiel ici. En me virant de mon propre. Je me suis repris d'un emploi que j'occupe depuis des années. Tu seras indemnisé, bien sûr. 2 semaines d'indemnité de départ, ce qui est plus que généreux. La voix de Linda était clinique, détachée. Victor a déjà identifié un nouveau chef avec une formation culinaire plus moderne, quelqu'un qui peut nous aider à changer l'image de marque et attirer une clientèle plus jeune. J'ai regardé Thomas. Tu es d'accord avec ça? Il a finalement croisé mon regard et j'y ai vu de la culpabilité, mais aussi de l'avidité. C'est juste les affaires, Rob. Rien de personnel. Maman a besoin d'assurer son avenir et c'est une bonne opportunité. Une bonne opportunité? Répétai-je. Et qu'en est-il de nos fiançailles? De la vie que nous étions censés construire ensemble? Linda retira la bague de son doigt et la posa sur le bureau. Je pense qu'il est préférable que nous prenions du recul, que nous réévaluions la situation. Tu dois comprendre, Robert. Je pensais que tu avais plus d'ambition. Je pensais que peut-être tu économisais de l'argent, que tu construisais quelque chose. Mais après 18 mois, j'ai réalisé que tu te contentes d'être exactement là où tu es. Je ne peux pas me permettre de me contenter de peu. Pas à mon âge. La pièce tournait légèrement. Donc, tu planifies ça depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? Elle fit un geste vers la porte. Tes effets personnels ont été mis dans des cartons. Ils sont dans l'allée. J'apprécierais que tu les récupères et que tu quittes les lieux. Je suis resté là, essayant de traiter ce qui se passait. La femme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie venait de voler mon restaurant ou pensait l'avoir fait et me jetait dehors comme une ordure. Victor Charpentier se leva, son sourire froid et professionnel.
Monsieur Dubois, je comprends que ce soit difficile, mais je dois vous demander de partir calmement. Nous avons des mesures de sécurité en place si nécessaire. Des mesures de sécurité, dis-je. Dans un bistrot? Dans une propriété commerciale de valeur, corrigea Victor. Mademoiselle Beaumont a fait un investissement substantiel ici. Nous devons protéger cet investissement. J'ai regardé chacun d'eux une dernière fois. Linda, impérieuse et froide. Thomas, coupable mais engagé dans le plan de sa mère. Victor, suffisant et calculateur. Très bien, dis-je. Je vais prendre mes affaires et partir. En sortant de mon propre restaurant, passant devant le comptoir où Linda et moi avions parlé pour la première fois, passant devant la cuisine où Marguerite et moi avions cuisiné côte à côte pendant des années, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement de la colère, quelque chose de plus froid et de plus concentré. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir réussi l'arnaque parfaite, prenant le contrôle d'une entreprise prospère, écartant le vieux chef, se positionnant pour la prospérité. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réellement fait. J'ai conduit jusqu'à ma maison dans les Monts d'Or, la maison que j'avais dit à Linda que je louais à un ami, mais que je possédais en réalité, et j'ai passé un coup de fil. David, c'est Robert Dubois. J'ai besoin de te voir demain matin à la première heure. Nous avons une situation. David Bertrand était mon avocat depuis 20 ans. Il avait aidé Marguerite et moi à structurer le groupe Restauration Dubois, avait géré notre planification successorale et avait mis en place toutes les protections juridiques autour de mes actifs. Quand je lui avais dit que je voyais quelqu'un et que je gardais ma fortune privée, il m'avait averti que ce scénario exact pourrait se produire. Quel genre de situation, demanda David. Le genre où quelqu'un vient d'essayer de voler mon restaurant. Il y eut un silence. Quel restaurant? L'original. Le bistrot Dubois. Rob, c'est impossible. Tu possèdes cette propriété. Tu possèdes les murs. Je sais, mais apparemment quelqu'un s'est fait passer pour le propriétaire de la société et a signé un bail avec ma petite amie. Ta fiancée, corrigea David, la femme que tu prévoyais d'épouser. Rob, dis-moi que tu lui as fait signer un contrat de mariage. Nous n'en sommes pas arrivés là. Elle vient de me virer de ma propre entreprise et m'a rendu la bague. David jura doucement. Lundi matin, 9 heures précises. Apporte tout. La lettre de licenciement, toute documentation qu'ils t'ont donnée, tout. On va régler ça. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau, le même bureau où Marguerite et moi avions l'habitude de planifier les nouveaux emplacements de restaurants, d'examiner les états financiers, de rêver à l'avenir, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 18 mois. J'ai fait des recherches sur Linda Beaumont. Le divorce d'avec son ex-mari était bien réel, mais les détails que Linda m'avait donnés étaient créatifs. Elle n'avait pas été laissée sans rien. Selon les registres publics, elle avait reçu un règlement de 325 000 € plus 3 ans de pension alimentaire à 2 400 € par mois. Elle avait également gardé sa moitié de leur maison commune à Paris, qu'elle avait vendue pour 265 000 €. Linda Beaumont était sortie de son mariage avec près de 600 000 €. Elle n'était pas en difficulté. Elle m'avait menti sur sa situation financière depuis le tout début. J'ai continué à creuser. Son profil LinkedIn montrait qu'elle avait travaillé comme assistante administrative pendant exactement 3 mois avant de poursuivre des opportunités entrepreneuriales. Avant cela, il y avait un trou de près de 2 ans. Avant cela, elle avait travaillé comme assistante de direction pour le PDG d'une entreprise pharmaceutique jusqu'à ce qu'elle soit remerciée pour des raisons non divulguées. Ses réseaux sociaux étaient plus intéressants. Des photos d'il y a 2 ans la montraient avec un autre homme, plus âgé, bien habillé. Les légendes l'appelaient son haut partenaire commercial. La relation semblait s'être terminée brusquement, puis il y avait un vide dans ses publications avant qu'elle ne commence à apparaître à Lyon. J'ai trouvé un article dans un journal économique parisien datant d'il y a 3 ans. Un procès impliquant une escroquerie à l'investissement dans la restauration. Plusieurs personnes avaient investi de l'argent dans une société appelée Beaumont Hospitality Group qui promettait des rendements élevés sur des franchises de restaurants. La société avait été dissoute. Les investisseurs avaient perdu leur argent, et Linda Beaumont avait été nommée dans le procès, mais jamais inculpée d'aucun crime. Le schéma devenait clair. Linda se spécialisait dans le ciblage d'hommes du secteur de la restauration, gagnant leur confiance, accédant à leurs entreprises, puis prenant le contrôle.
J'avais juste été sa dernière cible, mais elle avait fait une erreur de calcul critique. Elle avait supposé que j'étais exactement ce que je semblais être, un simple chef sans ressources et sans recours. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Sophie, la fille de Linda. « Rob, on peut parler ? Pas du restaurant, d'autre chose. C'est important. » Je l'ai appelée immédiatement. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ? » Pas au téléphone. Sa voix était tendue par le stress. « Tu peux me retrouver quelque part ? Quelque part où maman ne nous verra pas. » 20 minutes plus tard, Sophie et moi étions assis dans un café à l'autre bout de la ville. Elle avait l'air épuisée, son attitude joyeuse habituelle remplacée par l'anxiété. « Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé au bistrot, dit-elle. Je n'avais aucune idée que maman prévoyait ça. Elle nous a dit, à Thomas et moi, qu'elle allait te parler d'un partenariat commercial, pas te virer. Sophie, qu'est-ce que tu voulais me dire ? » Elle sortit son téléphone et me montra une photo. C'était un relevé bancaire, mais pas celui de Linda. Le nom sur le compte était Victor Charpentier, et le solde était de 1950 € et 32 centimes d'euros. Victor Charpentier est fauché, dis-je. Ce n'est pas le pire. Sophie fit glisser vers une autre photo. C'était une vérification d'antécédents criminels. Le vrai nom de Victor Charpentier était Vincent Kowalski. Il avait 3 condamnations pour fraude au Québec et en France, et il y avait actuellement un mandat d'arrêt contre lui dans le sud de la France pour avoir dirigé une arnaque à l'investissement. Sophie, comment as-tu eu ça ? Je me méfie de Victor depuis que maman nous l'a présenté il y a 3 semaines. Quelque chose chez lui sonnait faux. J'ai un ami qui travaille comme détective privé. On est sortis ensemble brièvement et je lui ai demandé de vérifier ses antécédents. Elle rangea son téléphone. Rob, Victor n'est pas un consultant en affaires. C'est un escroc et je pense qu'il arnaque ma mère. Dis-moi tout. Sophie expliqua que Linda avait rencontré Victor lors d'un événement de réseautage d'affaires il y a 2 mois, à peu près au moment où Linda et moi avions commencé à parler sérieusement de mariage. Victor s'était présenté comme un consultant prospère spécialisé dans l'aide à l'acquisition et la revitalisation de restaurants en difficulté. Il avait convaincu Linda que le bistrot du Bois était exactement le genre d'opportunité dont elle avait besoin, une entreprise établie avec une clientèle fidèle, mais une gestion désuète. Il lui avait dit qu'avec la bonne approche, elle pourrait reprendre le bail, moderniser le restaurant et tripler sa valeur en 1 an. Tout ce qu'elle avait à faire était de lui fournir 35 000 € pour les frais juridiques, les permis et les coûts opérationnels initiaux. Il s'occuperait de toute la paperasse, gérerait l'acquisition et s'assurerait que tout soit fait correctement. Linda lui a donné l'argent il y a 2 semaines, la semaine même où elle a accepté ma demande en mariage. Elle ne prévoyait pas de t'épouser, dit Sophie doucement. Elle prévoyait de t'utiliser pour tout apprendre sur le fonctionnement du bistrot, puis de le reprendre avec l'aide de Victor. Thomas était au courant. Il l'aide à rassembler des informations sur les fournisseurs, les coûts, tout. Et tu ne savais pas ? Je savais que maman travaillait sur une sorte d'affaire commerciale. Je ne savais pas que ça impliquait de te trahir. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Rob, tu as été si bon avec elle, avec nous tous. Tu m'as aidé avec la conception de mon site web quand je débutais. Tu as donné des conseils à Thomas pour sa recherche d'emploi. Et maman. Elle t'a juste utilisé. Sophie, les 35 000 € que Victor a pris, c'est tout l'argent que ta mère lui a donné ? Pour autant que je sache. Pourquoi ? Je choisis mes mots avec soin. Je pense que tu dois parler à ta mère de Victor. Montre-lui la vérification des antécédents. Elle doit savoir qu'elle s'est fait arnaquer avant que ça n'empire. J'ai essayé. Elle ne veut pas écouter. Elle dit que je suis jalouse de son succès, que j'ai toujours essayé de la freiner. Sophie essuya ses yeux. Thomas est totalement d'accord avec tout ça. Il pense qu'il va bientôt gérer un restaurant. Que c'est sa grande chance. Sophie, je dois te dire quelque chose, mais tu dois me promettre de rester calme. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pris une inspiration. Je ne suis pas seulement le chef de cuisine du bistrot du Bois. J'en suis le propriétaire. Je possède les murs. Je possède la société avec laquelle Linda pense avoir signé un bail. Je possède 7 autres restaurants à travers la région. La personne avec qui Victor prétendait négocier n'existe pas, sauf sur papier.
Et ce papier est contrôlé par moi. Sophie me fixa. Tu possèdes le restaurant? Je possède toute l'entreprise. C'est le cas depuis 26 ans. Ma défunte épouse Marguerite et moi l'avons bâti ensemble. Mais tu y travailles comme chef. Tu portes le même tablier que les autres employés. Tu as dit à maman que tu gagnais environ 30 000 € par an. Je lui ai dit que je touchais un salaire de chef, ce qui est vrai. Je me verse 30 000 € par an en tant que chef de cuisine. Je n'ai pas mentionné les revenus de dividendes de la société, ni la valeur des propriétés, ni le portefeuille d'investissement. La bouche de Sophie s'ouvrit et se referma. Pourquoi? Parce que les 2 dernières femmes avec qui je suis sorti avant ta mère ne s'intéressaient qu'à mon compte en banque. Je voulais rencontrer quelqu'un qui me voit pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Ta mère semblait parfaite, gentille, authentique, en difficulté mais résiliente. Je suis tombé amoureux de qui je pensais qu'elle était, mais elle mentait tout le temps. Oui. Et maintenant, elle pense qu'elle a volé ton entreprise alors qu'en réalité, elle a payé 35 000 € à un escroc pour un contrat de bail qui vaut moins que le papier sur lequel il est imprimé. Sophie mit sa tête dans ses mains. C'est un désastre. Sophie, est-ce que ta mère a contracté des prêts pour payer Victor? A-t-elle emprunté contre quelque chose? Sophie leva les yeux. Je ne pense pas. Elle a utilisé l'argent de son règlement de divorce. Pourquoi? Parce que si elle n'a perdu que 35 000 € au profit de Victor, elle peut s'en remettre. Ça fera mal, mais elle s'en sortira financièrement. Tu t'inquiètes pour les finances de ma mère après ce qu'elle t'a fait? Je m'inquiète pour toi, dis-je honnêtement. Tu ne savais rien de tout ça. Tu as essayé de me prévenir. Tu mérites mieux que de regarder ta mère se détruire. Sophie resta silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Lundi matin, je vois mon avocat. Nous allons régler la situation juridique du bistrot. Quant à ta mère, cela dépend de ce qu'elle fera ensuite. Elle prévoit d'ouvrir le restaurant sous une nouvelle direction demain. Victor est censé amener le nouveau chef. Alors demain va être très instructif pour tout le monde. J'ai passé la soirée de dimanche à faire plus de recherches sur Vincent Kowalski. Son schéma était cohérent. Il ciblait des femmes d'âge moyen, généralement divorcées, avec de l'argent issu d'un règlement, et les convainquait d'investir dans des opportunités d'affaires qui n'existaient pas. Il avait volé environ 800 000 € à des victimes à travers 3 pays au cours des 5 dernières années. Le contrat de bail que Linda pensait légitime avait été falsifié. Les signatures, les sceaux de la société, même les coordonnées de l'avocat, tout était faux. Victor avait créé toute une trace écrite fictive qui s'effondrerait au moment où quelqu'un regarderait de près. Mais Linda n'avait pas regardé de près. Elle avait été trop concentrée sur la prise de contrôle de ce qu'elle pensait être un bistrot en difficulté. Trop excitée par la perspective de devenir propriétaire de restaurant. Trop confiante dans son plan pour se débarrasser de moi. Lundi matin arriva. Je ne suis pas allé au bistrot. Au lieu de cela, je suis allé au bureau de David où nous avons examiné toute la documentation et préparé notre réponse. C'est en fait plus simple que je ne le pensais, dit David. Le contrat de bail est frauduleux. On le signale à la police. Ils arrêtent ce personnage, Victor. Et ton ex-fiancé apprend une leçon très coûteuse sur la diligence raisonnable. Qu'en est-il du restaurant? Elle prévoit de l'ouvrir aujourd'hui avec une nouvelle équipe. C'est une violation de domicile. Tu veux que je demande à la police de l'expulser? J'ai pensé à Linda debout dans mon restaurant, croyant avoir gagné. J'ai pensé à Sophie, coincée au milieu du stratagème de sa mère. J'ai pensé à Thomas, idiot mais pas malveillant, croyant qu'il avait enfin sa chance de réussir. Pas encore, dis-je. Laisse-la ouvrir. Laisse-la voir à quel point c'est difficile de gérer un restaurant. Ensuite, nous aurons une conversation. David haussa un sourcil. Tu es un homme plus gentil que je ne le serais. Je ne suis pas gentil. Je suis stratégique. À 11 heures, j'ai conduit jusqu'au bistrot du Bois. Il y avait une nouvelle affiche dans la vitrine, sous nouvelle direction, à grande réouverture aujourd'hui. Je suis entré pour trouver le chaos. Linda était à l'accueil, l'air stressé. Thomas était en cuisine d'où de la fumée s'échappait de l'un des fourneaux. Un jeune chef que je ne reconnaissais pas jurait bruyamment. Les quelques clients qui étaient venus déjeuner partaient. Linda m'a vu et a marché vers moi.
Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que tu n'étais pas le bienvenu. Je suis venu voir comment se passe l'ouverture, dis-je doucement. Ça se passe très bien. Nous réglons juste quelques problèmes techniques. Des problèmes techniques comme ne pas savoir utiliser l'équipement de cuisine professionnel. On va trouver. Où est Victor? Je pensais qu'il amenait ce nouveau chef incroyable. L'expression de Linda vacilla. Il a du retard. Il sera là cet après-midi. Linda, il ne viendra pas. Quoi? Victor Charpentier n'est pas un consultant en affaires. Son vrai nom est Vincent Kowalski et c'est un escroc avec 3 condamnations pour fraude. Le contrat de bail qu'il t'a donné est sans valeur. Il a pris ton argent et a disparu. La couleur quitta son visage. Ce n'est pas vrai. Tu mens parce que tu es en colère d'avoir été viré. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la même vérification d'antécédents criminels que Sophie avait trouvé. Je ne mens pas et tu ne m'as pas viré parce que tu n'as jamais eu l'autorité pour me virer. J'ai le contrat de bail. Je suis la gérante de ce restaurant. Tu as un document falsifié. Linda, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Ce restaurant, cet immeuble, toute cette propriété. Je les possède. Je les possède depuis 26 ans. Le bistrot du Bois n'est pas loué à une société lointaine. Je suis la société. C'est impossible. Tu es un chef. Je suis un chef qui possède 8 restaurants en Auvergne-Rhône-Alpes d'une valeur combinée de 3 millions d'euros. J'ai gardé ma voix calme. La personne avec qui Victor prétendait négocier n'existe pas. Il a volé ton argent et t'a donné de faux papiers. Tu viens d'essayer de prendre le contrôle d'une entreprise à son véritable propriétaire et tu as payé 35 000 euros pour ce privilège. Linda s'agrippa au comptoir pour se stabiliser. Non, non, ce n'est pas. Victor a dit. Victor est un criminel et tu dois appeler la police tout de suite avant qu'il ne s'enfuit avec ton argent. Thomas émergea de la cuisine, le visage couvert de suie. Maman, je n'arrive pas à faire marcher le système de ventilation et le nouveau chef vient de démissionner. Il a dit que l'équipement est trop vieux et qu'il ne veut pas s'embêter avec. Il me vit. Qu'est-ce qu'il fait là? Thomas, dis-je, ta mère a besoin de s'asseoir et ensuite elle doit appeler la police. Pourquoi appellerait-elle la police? Parce qu'elle s'est fait arnaquer de 35 000 euros par un criminel de carrière. Pendant l'heure suivante, j'ai regardé le plan soigneusement construit de Linda s'effondrer complètement. La police est arrivée. Le commandant Morel, aucun lien de parenté, a pris les dépositions de tout le monde. Le contrat de bail a été immédiatement identifié comme frauduleux. Un avis de recherche a été lancé pour Vincent Kowalski, bien que le commandant Morel nous ait averti qu'il avait probablement déjà quitté la région. Mademoiselle Beaumont, dit le détective, je dois vous demander, avez-vous effectué une diligence raisonnable avant de donner de l'argent à cet homme? Avez-vous vérifié ses références, contacté un vrai avocat? Linda était assise à l'une des tables du bistrot, la tête dans ses mains. Il semblait si professionnel. Il avait des cartes de visite, un site web, des témoignages. Tout est faux, dit le commandant Morel. Monsieur Kowalski dirige cette arnaque depuis des années. Vous êtes sa 8e victime connue. Est-ce qu'on peut récupérer l'argent? Nous ferons de notre mieux, mais je vais être honnête avec vous. Les taux de récupération dans ces affaires sont très bas. Il a probablement déjà transféré les fonds à l'étranger. Une fois la police partie, Linda leva les yeux vers moi. Tu savais. Tu savais depuis le début que tu possédais cet endroit et tu m'as laissé me ridiculiser. Je ne t'ai rien laissé faire, Linda. Tu as choisi d'essayer de prendre le contrôle de mon entreprise. Tu as choisi de payer un étranger 35 000 euros sans vérification appropriée. Tu as choisi de mettre fin à mon emploi ou tu as pensé le faire la semaine suivant ma demande en mariage. Je pensais que tu n'étais qu'un chef. Je suis un chef. Mais je suis aussi un homme d'affaires. Et je suis quelqu'un qui a appris il y a longtemps que les gens vous montrent souvent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne pouvez rien y faire. Thomas, qui était resté assis silencieusement pendant tout ce temps, parla enfin. Rob, on ne voulait pas que ça se passe comme ça. Maman voulait juste assurer nos avenirs. En volant le mien. On ne pensait pas que c'était du vol. Victor a dit que c'était une acquisition légitime. Et vous l'avez cru parce que vous vouliez le croire,
parce que l'idée de gérer un restaurant semblait meilleure que de gagner réellement votre place à ce poste. Linda se leva brusquement. Tu ne comprends pas. Je suis en difficulté depuis le divorce. J'essaie de construire quelque chose de stable pour mes enfants. Linda, j'ai vu tes dossiers de divorce. Tu as reçu près de 600 000 €. Tu n'es pas en difficulté financièrement. Tu as du mal avec la réalité. Son visage se décomposa. Tu as enquêté sur moi après que tu m'as viré de ma propre entreprise. Oui, j'ai enquêté sur toi et j'ai appris que ce n'est pas la première fois que tu essaies quelque chose comme ça. Paris, il y a 3 ans, Beaumont Hospitality Group, fraude à l'investissement ciblant des restaurateurs. Je n'ai jamais été inculpé. Non, mais tu étais impliqué. Et maintenant tu es passé d'aider quelqu'un d'autre à commettre une fraude à essayer de la commettre toi-même. Sophie, qui se tenait tranquillement près de la porte, s'avança enfin. Maman, Rob a raison. Ça doit s'arrêter. Sophie, pas toi aussi. Si, moi aussi. J'en ai marre de te voir courir après des combines au lieu de construire quelque chose de vrai. J'en ai marre de mentir pour toi, de te couvrir, de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Linda regarda entre nous. Tu prends son parti. Je ne prends pas parti. J'essaie de te sauver de toi-même. La colère sembla quitter Linda d'un coup, ne laissant que l'épuisement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'avais réfléchi à cette question toute la matinée. Linda avait essayé de voler mon entreprise, mais elle avait aussi été victime de Vincent Kowalski. Elle m'avait trahi, mais elle était aussi la mère de Sophie. La justice était compliquée. Maintenant tu pars, dis-je. Tu rassembles toutes les affaires que tu as apportées ici, et tu quittes ma propriété. Le faux contrat de bail est nul. Tu n'as aucun droit légal ici. Et si tu essaies de revenir, je te ferai arrêter pour violation de propriété. Et ensuite? Et ensuite, tu décides si tu vas passer le reste de ta vie à monter des arnaques et à te faire arnaquer, ou si tu vas essayer d'être honnête pour une fois. J'ai tout perdu. Tu as perdu 35 000 €. Il te reste encore plus de 500 000 € d'actifs. C'est plus que ce que la plupart des gens verront dans toute leur vie, Linda. La question est de savoir ce que tu en feras. Linda rassembla son sac à main, son faux bail, et ce qui restait de sa dignité. Thomas la suivit jusqu'à la porte, puis s'arrêta et se retourna vers moi. Rob, je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es un type bien. Je voulais juste aider ma mère. Je sais, mais Thomas, aider sa mère ne signifie pas accepter ses combines. Parfois, ça signifie lui dire non. Après leur départ, Sophie resta. Je devrais aller les rejoindre, dit-elle. Probablement. Mais est-ce que je peux dire quelque chose d'abord? Bien sûr. Merci de ne pas avoir été cruel. Tu aurais pu appeler la police immédiatement, porter plainte, rendre ça bien pire pour eux. Tu ne l'as pas fait. La vengeance ne m'intéresse pas, Sophie. Je veux juste récupérer mon entreprise. Tu l'avais déjà. Tu ne l'as jamais perdue. C'est vrai. Sophie sourit légèrement. Je vais probablement perdre ma mère à cause de ça. Quand elle se calmera et réalisera que je t'ai aidé, elle me coupera les vivres. Est-ce que ça ira pour toi? Ça ira. Je m'assume déjà de toute façon. J'aurais aimé qu'elle soit celle que je pensais qu'elle était. Je connais ce sentiment. Sophie partit et je restai seul dans mon restaurant. La cuisine était en désordre. La salle à manger sentait la fumée. Les clients étaient partis. Mais c'était à moi, et ça l'avait toujours été. Madame Lefebvre, l'une de mes clientes régulières, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Je lui fis signe d'entrer. Robert, que s'est-il passé ici? Demanda-t-elle. Je suis venu pour le déjeuner et il y avait une terrible nouvelle affiche. Juste un bref malentendu, Madame Lefebvre. Tout est rentré dans l'ordre. Bien. J'avais peur que vous ayez vendu à l'une de ces affreuses chaînes de restaurants. J'ai souri. Jamais. Le bistrot du Bois ne va nulle part. Les semaines suivantes furent un étrange mélange de rétablissement et de révélation. Le commandant Morel m'appela pour me dire qu'ils avaient appréhendé Vincent Kowalski à l'aéroport Saint-Exupéry alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour Mexico.
Il avait encore 28 000 € de l'argent de Linda dans son bagage à main, ainsi que de fausses identités et des papiers pour 3 autres arnaques en cours. Linda récupérait la majeure partie de son argent, moins les frais juridiques. Elle avait évité des poursuites pénales pour avoir tenté de prendre le contrôle de mon entreprise. David m'avait déconseillé de porter plainte, disant qu'il serait difficile de prouver l'intention criminelle par rapport au simple fait d'avoir été dupé. Mais sa réputation dans la communauté des petites entreprises lyonnaises était détruite. Thomas trouva un emploi dans une agence immobilière. Apparemment, son diplôme de commerce était réellement utile lorsqu'il était appliqué honnêtement. Il m'envoya un email s'excusant à nouveau et demandant une référence. Je lui en ai donné une. Sophie continua de s'épanouir en tant que graphiste. Elle a redessiné le site web du groupe Restauration du Bois et je l'ai payé au tarif du marché pour le travail. Elle le méritait. 2 mois après que tout se soit effondré, j'ai reçu une lettre de Linda. Elle était écrite sur du papier à lettres ordinaires, son écriture soignée et contrôlée. Robert, je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire qui effacera ce que j'ai essayé de te faire. Je sais que m'excuser ne te rendra pas la confiance que j'ai brisée ni l'avenir que je nous ai volé. Mais je veux que tu saches que tout perdre m'a appris quelque chose d'important. J'ai passé tellement d'années concentrées sur ce que je pensais mériter, ce dont je pensais avoir besoin pour me sentir en sécurité, que j'ai oublié de prêter attention à ce que j'avais réellement. Tu as été bon pour moi pendant 18 mois. Tu as été patient avec mes difficultés, généreux de ton temps et de tes conseils, et doux avec mes peurs. J'avais un homme bien qui se souciait de moi, et j'ai tout gâché parce que je voulais plus que ce que nous avions ensemble. J'ai commencé une thérapie. Une vraie thérapie. Pas juste le genre où l'on se plaint de ses problèmes. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, pourquoi j'ai blessé les gens que j'ai blessés. C'est un travail inconfortable, mais je pense que c'est un travail nécessaire. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de seconde chance. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de devenir la personne que j'aurais dû être depuis le début. La personne qui aurait peut-être réellement mérité quelqu'un comme toi. Linda. J'ai plié la lettre et je l'ai mise de côté. C'était une bonne excuse, honnête et sans faux fuyant. Cela ne changeait pas ce qui s'était passé, mais cela me disait que Linda devenait enfin la personne qu'elle aurait pu être. J'ai pensé à répondre, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester brûlés, non par cruauté, mais par sagesse. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mon travail. Le bistrot prospérait. Mes autres restaurants continuaient de bien fonctionner. J'ai embauché Sophie pour aider au marketing de tous nos établissements, et elle a apporté des idées fraîches et une énergie juvénile à la marque. 6 mois après l'incident, Madame Lefebvre a amené sa petite fille au bistrot pour le déjeuner. La petite fille, Isabelle, avait 58 ans, était récemment veuve et nous rendait visite depuis Paris. Nous avons parlé de la perte, d'aller de l'avant, de trouver de la joie dans des choses simples comme une omelette parfaitement cuite. Elle est revenue la semaine suivante, et celle d'après. Nous avons pris les choses lentement. J'ai été honnête sur qui j'étais dès le début. Chef, propriétaire d'entreprise, veuf, homme qui avait été échaudé par la tromperie. Elle a été honnête aussi, enseignante, grand-mère, femme apprenant encore à vivre sans son mari de 35 ans. Aucun de nous ne cherchait la perfection. Nous cherchions juste l'honnêteté. Un soir, alors que je fermais le bistrot après une autre journée réussie, je me suis tenu sur le parking et j'ai regardé le bâtiment dans lequel Marguerite et moi avions versé nos rêves. Les roses de Sarah, je les avais plantées en mémoire de ma défunte épouse, même si elle s'appelait Marguerite, fleurissaient le long de la clôture, leurs pétales blancs brillant au coucher du soleil. J'ai pensé à Linda, à la façon dont elle avait essayé de prendre quelque chose qui n'était pas à elle, et avait fini par perdre ce qu'elle avait réellement. J'ai pensé à Vincent Kowalski assis dans une cellule de prison parce qu'il avait finalement rencontré une cible qui avait riposté. J'ai pensé à Thomas et Sophie, l'un apprenant à travailler honnêtement et l'autre s'épanouissant parce qu'elle avait choisi l'intégrité plutôt que la loyauté envers les combines de sa mère. Plus que tout, j'ai pensé à la différence entre être seul et se sentir seul. Après la mort de Marguerite, j'avais été les deux. Puis Linda est arrivée et pendant un moment, je n'avais été ni l'un ni l'autre. Puis Linda a révélé sa vraie nature, et j'avais été de nouveau seul. Mais seul, avais-je appris, n'était pas la même chose que vaincu. Être seul signifiait avoir l'espace pour être honnête avec moi-même sur ce que je voulais et ce que je ne tolérerais pas.
Être seul signifiait avoir la liberté de construire quelque chose de vrai au lieu de soutenir les illusions de quelqu'un d'autre. Isabelle m'apprenait qu'il y avait une troisième option, ni seul ni solitaire, mais partenaire dans l'honnêteté. C'était encore tôt, encore fragile, mais cela semblait différent de ce que j'avais eu avec Linda. Cela semblait réel. Je suis monté dans mon pick-up, le même vieux véhicule avec lequel Linda avait l'habitude de me taquiner, ne sachant pas que je possédais aussi une Mercedes qui restait au garage la plupart du temps. Et j'ai conduit jusqu'à la maison à travers les rues de Lyon alors que la soirée se transformait en nuit. Demain, je me réveillerai tôt et retournerai au bistrot. Je mettrai mon tablier, allumerai le grill et cuisinerai le petit déjeuner pour des gens qui n'avaient aucune idée que l'homme derrière le comptoir possédait l'immeuble dans lequel ils étaient assis. Et cela m'allait très bien. Certains secrets valaient la peine d'être gardés. D'autres valaient la peine d'être révélés exactement au bon moment. L'astuce était de connaître la différence. Alors que je me garais dans mon allée dans les Monts d'Or, mon téléphone vibra avec un SMS d'Isabelle. Petit déjeuner demain? Je veux en entendre plus sur ces roses blanches que tu as plantées. J'ai souri et répondu. 8 heures, je te ferai la meilleure omelette de la région. Hâte d'y être. Et Rob, merci d'être patient avec moi. Je sais que j'avance lentement. Lentement, c'est bien, ai-je répondu. Lentement signifie que nous faisons les choses correctement. Je suis entré dans ma maison, la maison que Marguerite et moi avions partagée. La maison que j'avais dit à Linda que je louais. La maison qui contenait tous mes souvenirs et tous mes rêves. Et je me suis senti, pour la première fois depuis des années, véritablement en paix. Linda avait essayé de voler mon entreprise. Vincent Kowalski avait essayé de voler son argent. Thomas avait essayé de voler un raccourci vers le succès. Tous avaient appris la même leçon de différentes manières, on ne peut rien construire de vrai sur une fondation de mensonges. Mais moi, j'avais bâti tout ce que j'avais sur l'honnêteté, le travail acharné et le respect des gens qui me faisaient confiance. Marguerite et moi avions créé le groupe Restauration du Bois en traitant les employés équitablement et les clients correctement. J'avais survécu à sa mort en perpétuant cet héritage, même lorsque le chagrin rendait chaque jour impossible. Et quand Linda avait essayé de tout prendre, j'avais protégé ce qui comptait sans tout détruire au passage. Sophie avait encore une chance d'avoir une relation avec sa mère. Thomas avait encore un avenir. Linda avait encore la majeure partie de son argent et une opportunité de changer. J'avais obtenu justice sans avoir à compromettre mes principes. C'était rare, et je ne le prenais pas pour acquis. Le lendemain matin, Isabelle et moi étions assis au comptoir du bistrot, regardant le lever du soleil à travers les fenêtres de devant pendant que je lui préparais son petit déjeuner. Elle m'a parlé de son défunt mari, de leur vie ensemble, du vide qu'il avait laissé derrière lui. Je lui ai parlé de Marguerite, de la construction de l'entreprise, de l'apprentissage de la vie après la perte. Tu n'as jamais dit la vérité à ta fiancée sur qui tu étais, dit Isabelle. Ne penses-tu pas que c'était malhonnête? Je pense que c'était de l'autoprotection, répondis-je. Mais oui, il y avait de la malhonnêteté là-dedans. Si Linda avait été celle que je pensais qu'elle était, je lui aurais dit finalement. Le problème, c'est qu'elle n'était pas celle que je croyais. Et si je ne suis pas celui que tu crois que je suis, alors nous le découvrirons tous les deux tôt ou tard. J'en ai fini avec les secrets, Isabelle. À partir de maintenant, ce que tu vois est ce que tu as. Elle sourit. Un chef qui possède 8 restaurants et conduit un vieux pick-up. Un homme qui aime son travail, honore la mémoire de sa défunte femme et essaie de construire quelque chose d'honnête avec quelqu'un de nouveau. C'est qui je suis. Je peux faire avec ça. Nous avons fini le petit déjeuner alors que le bistrot se remplissait de clients matinaux. Madame Lefebvre fit un signe de la main depuis sa table habituelle. Monsieur Patel, mon fournisseur de longue date, passa pour discuter de la commande de la semaine prochaine. Le rythme du restaurant était familier et réconfortant. C'était ma vie. Pas sophistiquée, pas accent grave-l'œil, mais authentique, construite sur des années d'efforts, soutenue par des choix quotidiens, protégée en sachant quand garder des secrets et quand les révéler. Linda avait voulu me le prendre parce qu'elle pensait que c'était facile à voler. Elle avait appris le contraire. Et en apprenant cette leçon, elle m'avait donné quelque chose d'inattendu, la preuve que j'avais construit quelque chose qui valait la peine d'être protégé, quelque chose qui ne pouvait pas être pris par la manipulation ou la fraude. Alors que je me tenais à mon grill, cuisinant des œufs et retournant des crêpes,
J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce matin où Linda avait essayé de me virer de ma propre entreprise. Le choc, la trahison, la froide réalisation que la femme que j'aimais m'avait utilisé tout du long. Mais j'y avais survécu. Plus que survécu. J'avais protégé ce qui comptait, aidé les gens qui méritaient d'être aidés, et j'étais ressorti plus fort de l'autre côté. Le test du véritable caractère n'est pas ce que vous faites quand tout va bien. C'est ce que vous faites quand quelqu'un essaie de détruire ce que vous avez construit. Devenez-vous amer et vengeur? Vous déchaînez-vous et essayez-vous de les blesser autant qu'ils vous ont blessé? Ou protégez-vous ce qui est à vous tout en laissant de la place pour la clémence et la croissance? J'avais choisi la seconde voie. Et assis là avec Isabelle, servant mes clients réguliers, dirigeant l'entreprise que Marguerite et moi avions créée ensemble, je savais que j'avais fait le bon choix. Certaines histoires se terminent par une vengeance dramatique. Celle-ci s'est terminée par quelque chose de mieux. La satisfaction tranquille de savoir que j'avais gardé mon intégrité intacte alors que tout autour de moi s'effondrait. C'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout.